Salut Jean-Pierre, président de Phoenix, donc je disais acteur, voilà, acteur aujourd'hui de l'hydrogène, c'est une conviction que tu portes depuis un bon moment. Donc j'ai appelé ça décarboner les poids lourds. On va d'abord raconter ce que tu veux faire avec la coalition Retrofit hydrogène, et puis ensuite on ira essayer de prolonger un petit peu la discussion sur le potentiel de l'hydrogène, hydrogène vert, gris, noir, bleu, il y a toutes les couleurs de l'hydrogène aujourd'hui, donc on va raconter ça. D'abord, Retrofit hydrogène, donc décarboner les poids lourds et le transport routier. Raconte-moi un petit peu le groupement, comment ça marche et quelles sont vos ambitions. Alors, la coalition Retrofit, on parlera de Phoenix tout à l'heure, j'imagine, ouais. mais elle est née en fait de discussions des équipes de Phoenix avec nos clients potentiels, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser l'hydrogène pour décarboner leur transport de marchandises en particulier, puisque ça c'est un des deux marchés qu'on adresse chez Phoenix avec le marché de la chaleur industrielle. Je t'en parlerai aussi si tu veux. Et on s'est rendu compte évidemment que très rapidement, quand on discutait avec des acteurs, des acteurs industriels, donc du genre Nestlé, Coca-Cola, L'Oréal, qui se sont donné des ambitions publiques de décarbonation de leur transport à horizon 2030-2035, qu'ils étaient, quand on leur parlait d'hydrogène comme une solution évidente pour les camions de 25 à 40 tonnes, parce que ça permet aux camions d'avoir la bonne autonomie et les bons temps de recharge par rapport à une alternative électrique plus batterie. Et évidemment, c'est décarboné par rapport au diesel. Mais ils me disaient, c'est super votre idée, mais il n'y a pas de camion. Voilà. Donc, il n'y a déjà pas beaucoup d'hydrogène et on est tout à fait au début de la montée en puissance de la capacité de production d'hydrogène, puisque l'Europe veut avoir 80 000 mégawatts de capacité installée en 2030. On va y aller après, entre les mégawatts, les tonnes et tout. Reste sur les camions. Alors, restons sur les camions. Il n'y a pas de camions. Il n'y a pas de camions. Donc, voilà. Donc, alors, il n'y a pas de camions et le constat, il est simple. Non seulement il n'y a pas de camions aujourd'hui, ils sont très peu les modèles disponibles et les véhicules disponibles concrètement pour faire un essai avec un camion hydrogène, mais les constructeurs qui ont l'intention de développer des camions, ils ont plutôt aussi des cibles 2026, 2027, 2028 pour la mise en service de leurs véhicules en quantité industrielle. Donc il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas tout de suite. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a quelques fabricants qui ont des modèles dès maintenant, mais l'essentiel des volumes vont arriver à la fin de la décennie. Or, les objectifs de décarbonation de l'Europe et des entreprises ont besoin de camions en beaucoup plus grosse quantité que ce qu'il y a aujourd'hui et que ce qu'il y aura même à l'horizon 2030. Et donc la solution évidente pour compléter ces camions neufs qui vont arriver sur le marché, c'est de rétrofiter les camions diesel existants en les équipant soit avec une pile à hydrogène, soit avec un moteur à explosion à hydrogène, qui sont les technologies en cours de développement à l'heure actuelle, mais qui seront prêtes assez vite. Donc ce qui se fait alors je pense que le rétrofit maintenant, en tout cas pour ceux qui regardent cette émission, ils savent à peu près de quoi on parle. Je suis assez fier d'ailleurs, j'étais tout premier à en parler. J'y croyais pas un instant. C'est-à-dire, quand les gars venaient te raconter, c'était il y a 4-5 ans, Jean-Pierre, quand les gars venaient te raconter, mais on parlait des voitures individuelles à l'époque, on va sortir le moteur de la R5 et on y met à la place un moteur électrique. Je disais, mais comment? Et ça vous coûte que 5000 balles. Je disais, mais comment c'est possible? Donc voilà, ce truc s'est développé. Et donc, ce sujet existe aussi, et là, je dois dire, je suis un peu scotché pour les camions, où on se retrouve quand même avec des puissances nécessaires qui, ça se remplace pas comme ça, quoi. Un moteur de camion, une puissance de camion, donc ce dispositif existe et il est validé aujourd'hui. En fait, il y a aujourd'hui plusieurs rétrofiteurs en France, mais il y en a aussi en Europe, qui ont homologué des camions rétrofités, donc qui ont enlevé le moteur diesel, effectivement gardé le châssis et les équipements de pilotage du camion, mais uniquement enlever le moteur et le remplacer par un moteur électrique et une pile à hydrogène qui permet de faire fonctionner ce camion-là. Et on a déjà des premiers véhicules qui roulent. Il y en avait un à Evolution en démonstration il y a quelques semaines sur le salon de l'hydrogène à Paris. Et ça donne à peu près quelle autonomie tonnage, autonomie, t'es sur quoi à peu près aujourd'hui comme idée? On peut faire 600-800 km, on pense qu'on va pouvoir monter même ils vont pouvoir, puisque c'est pas nous qui les fabriquons, à 1000 km d'autonomie. Mais surtout ce qui est important... Avec des 30-40 tonnes exactement, avec 30-40 tonnes. Et surtout ce qui est important, c'est que non seulement on a de l'autonomie, mais en plus quand on fait le plein en quelques minutes et pas en quelques heures de recharge électrique. Ah oui, ça c'est très clair. Le problème, c'est qu'il faut savoir où faire le plein. Et donc là, ça veut dire qu'on est sur les bases industrielles, d'où l'importance d'avoir les partenaires industriels, parce que tu as deux groupes, donc tu as parlé de ce qu'on appelle les chargeurs dans le transport, voilà, les donneurs d'ordre. Mais est-ce que le plus important dans ta coalition, c'est pas les transporteurs, en l'occurrence l'allemand, DB Schenker, c'est ça? Tout à fait. Géodis? Oui, par exemple, tout à fait. Que je sentais un peu plus prudent d'ailleurs que DB Schenker. Enfin bon, tu me diras ça. Donc Géodis, la grosse filiale de la Poste aujourd'hui, qui
qui transportent énormément. C'est ceux-là qui vont être les fers de lance du truc. Alors, la coalition Rétrofit, objectif 10 000 camions rétrofités à horizon 2030 par an. Ouais. Okay, alors qu'aujourd'hui, on en rétrofit une dizaine en France, et même pas une dizaine encore. Donc, on veut complètement changer d'échelle industrielle pour avoir une vraie capacité de rétrofit des camions, sachant qu'il y a à peu près 40 000 camions par an nouveaux sur le marché qui arrivent tous les ans. Et 10 000 camions par an pour y arriver, l'idée de la coalition, c'était de mettre tout le monde autour de la table. Donc tout le monde est important. Le chargeur qui dit moi j'aimerais bien décarboner, mais j'ai pas de camion et il n'y a pas d'hydrogène non plus, mais les gars, il va falloir trouver des solutions. Le transporteur qui dit moi je veux bien décarboner, j'ai pas de camion, mais j'ai pas non plus de commande de la part du chargeur, donc il faut bien que le chargeur soit à côté de lui. C'est ça. Le rétrofiteur qui dit moi je sais faire 10 camions, tu me demandes d'en faire 100 ou 200 ou 500 par an, demain je peux faire, mais il faudrait me passer des commandes. Et l'équipementier qui dit si tu veux que je te livre à un prix qui va te permettre de baisser le prix du rétrofit et donc d'avoir une solution compétitive, il ne faut pas que tu m'en commandes par 10, il faut que tu me les commandes par 1000. Voilà. Donc on a mis autour de la table tous ces gens-là, les chargeurs, les transporteurs, les rétrofiteurs, il y en a quelques-uns en France, les financiers et les équipementiers. En essayant de faire en sorte que chacun n'attende pas que l'autre bouge, mais que justement, parce qu'ils sont tous autour de la table, ils trouvent des solutions très concrètes qui vont permettre de passer à l'action. Puisque c'est ça l'objectif de la coalition Rétrofit. C'est pas de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics. Ça, on va laisser ça à France Hydrogène, aux fédérations de transport, aux syndicats. Mais c'est vraiment de passer à l'action. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant, parce que je lisais dans justement le communiqué que vous avez envoyé, le gars de Geodis donc, qui regarde ça, il dit il faut aider les transporteurs à y voir plus clair. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui effectivement avec une masse d'informations, une possibilité de décision à prendre et de direction à prendre, qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Et à un moment, il faut faire un choix. Voilà. Et c'est ça que tu proposes à travers cette coalition. C'est ça que tu proposes à l'ensemble de ceux qui sont impliqués aujourd'hui dans l'économie du transport. Bon, on leur propose en fait... Alors, il y aura des applications, enfin, pour décarboner le transport, il y aura des camions biogaz, il y aura des camions à l'électrique plus batterie, et il y aura des camions d'hydrogène, et en fonction des usages et des contraintes, ça sera une solution ou une autre. Mais de toute façon, il est évident qu'il faudra une quantité très significative de camions hydrogène pour transporter un volume très significatif. Et oui, dis donc, à 10 000 par an, effectivement, tu m'as dit, il y en a 40 000 par an sur le marché qui arrivent des camions. Ouais. Ah oui, donc tu occupes quand même une position qui est une position sacrément intéressante si tu arrives au bout de l'objectif 10 000 par an. Quoi. Alors, sachant que c'est pas mon business, en fait, c'est le business de tout le monde. Bien sûr, ouais, tout à fait. C'est finalement sans choix technologique, c'est-à-dire qu'on va aussi bien rétrofiter à la pile à combustible qui aujourd'hui se fait que demain au moteur à explosion hydrogène dès qu'il sera prêt. Et il y aura tous les rétrofiteurs de France, en fait on les a tous invités à venir, et tous les chargeurs qui veulent nous rejoindre, tous les transporteurs qui veulent nous rejoindre, puisque plus on aura de monde, plus on va arriver à faciliter la massification. L'enjeu, c'est qu'il y ait des installations de rétrofit un peu partout en France, parce qu'en général, quand quelqu'un prend un camion, il a aussi envie d'avoir de la maintenance, donc l'atelier qui rétrofit peut être aussi l'atelier de maintenance, et il faut qu'il ne soit pas très loin des usages, donc il faut couvrir la France. Sur un secteur super éclaté quand même, celui du transport. On a cité Geodis, DB Schenker, mais tout le reste, c'est des gars qui ont 3 camions. Voilà, Donc, d'où l'intérêt des financeurs. Parce que les financeurs vont pouvoir peut-être aller... tu sais que 80% des camions aujourd'hui sont loués, ne sont pas achetés. Donc il faut que les financeurs aussi interviennent en achetant des camions hydrogène et en les mettant à disposition du chauffeur qui n'a pas forcément acheté son camion, qui le loue en fait pour rendre service. Donc il nous faut, notre ambition, c'est de créer une quinzaine de centres de rétrofit en France qui vont chacun rétrofiter quelques centaines de camions et qui vont au total arriver à ces 10 000 camions par an. Bon, et après l'hydrogène, on va le chercher où alors? Parce que tout ça c'est génial. Alors, ça, c'est... Mais alors on va en parler avec Xavier Caïtucoli qui sera avec nous, qui veut être lui producteur d'hydrogène. Mais toi, dans ton idée, où est-ce qu'on va le chercher? Comment est-ce qu'on l'achemine vers les zones nécessaires justement au remplissage des réservoirs, des piles à combustible et des choses comme ça? Bon, alors, la coalition Rétrofit, en fait, c'est une initiative non-profit de Phoenix, mais le métier de Phoenix, c'est de produire de l'hydrogène. Ouais. Donc, évidemment, produire de l'hydrogène, ça nous concerne. L'hydrogène, il va être... on est tout à fait au début. Nous, on est en train de construire une installation de 10 MW au sud de Madrid, qui va être la plus grosse en Espagne en opération l'année prochaine et une des plus grosses d'Europe. Parce que même si l'Europe veut faire 80 000 mais autant 10 000 camions, ça m'impressionnait, autant
10 mégawatts, ça ne m'impressionne pas, Jean-Pierre. Bien sûr, ça ne t'impressionne pas et tu as raison. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en Europe, l'Europe, donc, qui veut nos fameux 80 000 mégawatts installés de puissance en 2030, il n'y en a même pas 100 en ce moment en Europe installés. Donc, quand tu fais 10 mégawatts, tu es déjà un très gros de la réalité actuelle. Ouais. Mais nous, on a notre pipe de projet, donc à côté de notre 10 mégawatts. En fin de cette année, on commencera à construire un 70 mégawatts. Et l'année prochaine, on construira des 100 mégawatts. Et on en a comme ça 1700 mégawatts en développement. Mais le premier, il a fait que 10. Et donc ce premier qui est au sud de Madrid, il va livrer une grosse partie de sa production pour de l'application mobilité à Madrid, des camions, des bus et des taxis aussi. Et c'est une très bonne question ce que tu fais, comme aujourd'hui, il ne suffit pas de produire l'hydrogène, il ne suffit pas d'avoir des véhicules, il faut aussi distribuer l'hydrogène. Exactement. Et donc nous, j'ai compris que c'était un sujet clé. Voilà. Et nous, donc aujourd'hui, sur nos projets mobilité, on en a un à Madrid, on en a un en France, on en a plusieurs en France en développement, on en a plusieurs au Portugal. On est aussi associé avec des partenaires pour aller développer le réseau de stations, parce qu'il faut des stations qui vont distribuer de l'hydrogène. Donc nous, on le produit. On l'amène en camion jusqu'à des stations de service qui, elles, vont le distribuer aux véhicules qui vont venir le chercher. Ça, c'est pour l'application mobilité. Après, on a d'autres métiers. Oui, parce que les choses sont complexes. Hein. On en dira un mot avec Xavier, mais peut-être qu'on peut... Les réseaux de gazoducs aujourd'hui sont parfois, mais pas toujours, voilà, c'est ça qui est compliqué. D'après ce que j'ai compris, l'hydrogène et en fait les molécules d'hydrogène sont beaucoup plus fines que les molécules de gaz, c'est ça. Et il faut donc s'occuper d'un nouveau coffret certains tuyaux de transport de gaz pour que les gazoducs puissent transporter de l'hydrogène, c'est ça le truc, Jean-Pierre? C'est ça, et c'est pas tout à fait le sujet de la mobilité, parce que la mobilité, de toute façon, ce sont des stations réparties sur tout le territoire ou autour des grands centres urbains. Et après, tu te retrouves comme les camions-citernes. Et donc, ça va être des camions-citernes qui vont les alimenter. D'accord. Donc le problème du pipe qui transporte l'hydrogène, ce n'est pas le problème de la mobilité. Nous, on a une deuxième application chez Phoenix qui est la chaleur industrielle. Et là, on injecte dans des pipes. Alors, dans un premier temps, on va injecter nos projets pour la chaleur industrielle. Ils sont quasiment tous en Espagne. Alors, attends, raconte-moi. Chaleur industrielle, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fameuse chaleur fatale? C'est la chaleur produite par les processus de production? Non. En fait, l'Europe... Sur ses objectifs à 2030, elle a divisé les marchés en plusieurs marchés. Pour l'hydrogène, tu as une qui est remplacé l'hydrogène gris, dont tu parlais tout à l'heure, par de l'hydrogène vert. Donc décarboner. Donc hydrogène gris, ça veut dire de l'hydrogène qui est fait avec du gaz, globalement. Voilà. Qui est fait avec du gaz. Vous avez donc les couleurs, le code couleur, hydrogène noir avec du charbon, hydrogène gris avec du gaz, hydrogène vert avec des énergies renouvelables, hydrogène bleu avec du nucléaire. C'est à peu près ça le code couleur, ça te va? Alors, hydrogène bleu, c'est aussi de l'hydrogène qui est fait avec du gaz dans lequel on a capturé le carbone. Aussi, voilà. Donc l'hydrogène vert qui est fait avec des électricités renouvelables, il est destiné donc soit à remplacer l'hydrogène gris qui est par un hydrogène décarboné, soit à produire des nouvelles solutions à base d'hydrogène, comme par exemple des carburants d'aviation, qui sont des nouveaux marchés. Et puis, pour 40% des volumes prévus en 2030, il y aura à peu près 20% sur la mobilité lourde, essentiellement lourde, et 20% pour produire de la chaleur industrielle. La chaleur industrielle, c'est des fours et des chaudières vapeur qui utilisent aujourd'hui du gaz naturel. Entre autres, du gaz naturel qui vient de Russie, qui nous coûte de plus en plus cher. Il ne vient plus, là. Et voilà, qui ne vient plus, d'ailleurs, qui venait. Voilà. Qui venait. Et donc, remplacer ce gaz naturel par de l'hydrogène renouvelable qui brûle. En fait, l'hydrogène, ça brûle comme le gaz. D'ailleurs, tu le sais sûrement, dans les réseaux de gaz de la ville de Paris au début du XXe siècle, qui alimentaient les lumières de la ville de Paris, c'était 60% d'hydrogène et 40% de gaz naturel. Ah, je ne sais pas ça. C'était du gaz de coke, en fait, qui a un très fort contenu d'hydrogène. Donc, ça veut dire qu'il peut toujours passer par les mêmes tuyaux, en fait. Oui. Alors, si tu utilisais les tuyaux de 1900, tu pourrais même probablement ne rien toucher. Si ce n'est que les tuyaux de gaz naturel plus récents, ils ont effectivement pas tellement le tuyau lui-même, même s'il a des problèmes de corrosion, mais les connexions ont besoin d'être adaptées, que la molécule ne s'échappe pas. Voilà. Mais aujourd'hui, et ça c'est très important, en fait, tu as donc des hydrogénoducs en construction entre l'Espagne, le Portugal, la France et l'Allemagne, dont un qui va passer sous la Méditerranée, qui vont transporter de l'hydrogène pur. Mais tu peux d'ores et déjà aussi, c'est ce qu'on va commencer à faire en Espagne, nous, injecter de l'hydrogène dans le réseau gazier de gaz naturel, et avoir un mélange hydrogène-gaz naturel qui circule. Ça, c'est déjà possible. Jean-Pierre, alors le temps tourne très vite. Moi, je suis un peu intoxiqué par Jean-Marc Jancovici, comme beaucoup d'entre nous. Lui dit, tout ça, c'est formidable, mais j'ai un problème. Lui, il dit, on a un problème physique. C'est-à-dire,
ça prend trop de place. Ça consomme trop d'énergie pour soit le rendre liquide, soit le rendre solide, c'est-à-dire pour le transporter de manière satisfaisante, et ça a un trop faible rendement. Alors, je te réponds à plusieurs sujets. Le sujet du rendement, est-ce que c'est un vrai sujet? C'est-à-dire que le sujet du rendement, c'est d'abord un sujet économique. Oui. À quel prix va sortir mon hydrogène? Si mon hydrogène sort à un prix compétitif avec le gaz naturel, parce que l'électricité renouvelable est pas chère, c'est le cas en Espagne et au Portugal, et elle représente 70% du coût de l'hydrogène, et que les prix des électrolyseurs baissent parce qu'on passe d'une capacité de production mondiale toute petite à une énorme, et qu'on arrive au prix du gaz naturel, est-ce que nous, on pense qu'on va arriver aux alentours de l'année 2030 du gaz naturel, prix historique. Quel prix, oui, voilà, c'est ça, 40 € le mégawattheure, quoi, quelque chose comme ça. Quoi. Entre 20 et 40 € du mégawattheure. Entre 20 et 40, voilà. Nous, on pense qu'on pourra y arriver aux alentours de 2030, ok. C'est peut-être un petit peu avant, un peu après, mais à partir du moment où tu es au prix du gaz naturel, le sujet de l'efficacité, avec une électricité qui vient en particulier du vent et du soleil, donc et qui de toute façon serait perdue si jamais elle n'était pas transformée en hydrogène. On est d'accord. Infini, on va dire, tant qu'il y a du soleil et du vent, c'est pas un vrai sujet. Ouais. Après, tu dis, est-ce que... Alors, tu dis... Il dit la place physique que prendront l'ensemble des installations d'hydrogène. Tu ne résous pas l'équation. Enfin, voilà. Je pense que ça serait une erreur de penser que l'hydrogène va tout résoudre. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le sujet, c'est l'hydrogène pour quelles applications? Et il y a des applications où c'est la meilleure solution. C'est-à-dire le camion 40 tonnes, je vois pas beaucoup d'alternatives. La chaudière industrielle ou le four industriel qui produit de la chaleur à 600 ou à 1000 degrés, tu peux brûler du gaz naturel, tu peux brûler de l'hydrogène et il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On parle beaucoup de la décarbonation de la sidérurgie aussi. Voilà, dans la sidérurgie, remplacer le gaz. Tu as des procédés qui peuvent utiliser l'hydrogène. Donc il y a une série d'applications, mais qui vont représenter à échelle 2050 30% de la consommation énergétique européenne. Donc pas 100%. Mais en revanche, tu peux pas... Et en fait, pourquoi on a créé Phoenix? Et ça, c'est peut-être important. Moi, j'ai créé Phoenix il y a 3 ans avec une équipe de 3 cofondateurs, parce que je me suis rendu compte, en travaillant avec des entreprises qui décarbonaient qui écrivaient leur feuille de route de décarbonation, donc qui étaient des clients dans l'activité de conseil que j'avais créé auparavant, qu'ils n'arriveraient pas à leurs objectifs sans la brique hydrogène. Ils n'avaient pas besoin que de l'hydrogène, mais s'ils n'avaient pas la brique hydrogène, les objectifs qui se fixaient en 2030-2035, ils ne seraient pas atteignables. Donc, c'est ça le sujet. L'hydrogène, c'est pas partout. C'est pour certaines applications, mais on en a besoin. Bon, et cette coalition Rétrofit Hydrogène, elle a un petit site internet bien fait. Et donc, si vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre en tant que chef d'entreprise pour aller rejoindre le truc, que ce soit partenaire, client, enfin bref, voilà. Il y a un petit site internet, il y a un petit formulaire, enfin tout ça est bien fait. Et effectivement, c'est une belle aventure. Voilà. Un mot. Un mot de conclusion. Aujourd'hui, le site internet, c'est celui de Phoenix. Celui de la coalition, il est en construction. Donc, si vous voulez... Ah oui, voilà, c'est ça. Allez sur le site de Phoenix. Et dans 6 mois ou dans 3 mois, si on était bon, vous l'aurez sur la coalition Rétrofit. Nickel. Merci, Jean-Pierre.